Plus de 5000 indications géographiques sont enregistrées dans l'Union européenne. La France, l'Italie et l'Espagne détiennent le record des produits labellisés IGI. Aucune indication géographique originaire d'Afrique au sud du Sahara n'a encore été enregistrée, ni en Afrique, ni sur le plan international. Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à cette origine. Par exemple, champagne, tequila ou roquefort. Il s'agit de donner plus de valeur économique à des produits qui existent déjà dans nos terroirs. C'est le cas par exemple du poivre de Penja, c'est le cas du miel d'Oku. Pour la plupart, ce sont des paysans, des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens, qu'il faut encadrer. Les encadrer parce que il y a un potentiel économique dans ces produits. Si ces produits sont encadrés, si ces produits sont protégés comme indication géographique, il y a naturellement une vocation exportatrice de ces produits et ces populations vont bénéficier de plus de revenus. Ces populations vont être fixées en milieu rural et cela va entraîner, bien entendu, va endiguer l'exode rural vers les milieux urbains. Quand on parle des indications géographiques, je pense qu'il faut rappeler que le succès des vins français, des fromages français, est fondé sur ce concept de protection des produits du terroir. C'est la raison pour laquelle l'AFD encourage la promotion du système des indications géographiques dans les pays du Sud. Et en Afrique, l'AFD, en 2009, a octroyé une subvention de 1 million d'euros pour promouvoir les indications géographiques sur le continent. Le projet d'appui à la mise en place des indications géographiques vise essentiellement à accompagner les acteurs des États membres dans un exercice d'identification, de reconnaissance des produits nationaux éligibles en indication géographique. Le projet aura pour but de renforcer ou de doter l'OAPI de capacités techniques, de capacités juridiques, administratives pour le repérage, l'évaluation, la reconnaissance, la promotion et la protection des indications géographiques que recèlent les États membres de l'OAPI. Le poivre de Penja est internationalement reconnu pour ses caractéristiques organoleptiques particulières. Il est cultivé depuis une soixantaine d'années dans la région de Njombe-Penja, au Cameroun. Ce poivre est cultivé sur les sols volcaniques très fertiles. Il est spécifique par son piquant, comme du piment, son arôme fort qui perdure, ainsi que sa finesse. Cette zone est caractérisée par des précipitations annuelles comprises entre 2000 et 2500 mm. Les températures moyennes sont comprises entre 25 et 30 degrés Celsius. La première activité que nous avions eu à mener portait sur un recensement des producteurs. L'action que nous devions mener devait porter sur la mise en place d'un groupement représentatif des producteurs amenés à gérer au quotidien cette indication géographique. Après l'avoir mise en place, nous devons élaborer un cahier de charges qui devait être la carte
d'identité de ce poivre qui définit dans son ensemble comment ce poivre doit être produit pour respecter ces différentes exigences. Nous allons former au sein du groupement représentatif des contrôleurs qui pourront vérifier la conformité de toutes les actions mises en place par rapport au cahier des charges. La valorisation des savoir-faire locaux est une opportunité pour les économies des pays africains. Il est important de pouvoir reconnaître officiellement les indications géographiques afin de les protéger de la contrefaçon, de préserver la qualité et la tradition et de faire connaître les produits à de nouveaux consommateurs. Qu'est-ce qui permet de reconnaître une indication géographique? Il faut un produit original qui n'a certaines qualités que dans cet endroit et une communauté locale qui s'y intéresse et en est fière. Enfin, il faut un cadre juridique. On a eu à lancer officiellement l'activité dans la zone de Penja en invitant tous les producteurs qu'on a eu à identifier. On a ensuite organisé un atelier de sensibilisation parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que l'indication géographique au Cameroun. Donc il fallait déjà les sensibiliser sur ce que c'est que l'indication géographique. Pour le process, la mise en sol, il faut d'abord avoir les tuteurs, les planter un an avant, puis la deuxième année, apporter le poivrier. Il faut que la pépinière soit maintenue dans un ombrage au moins 6 à 7 mois et orienter la liane vers le tuteur parce qu'elle est grimpante. Les 2 premiers mois, dès que les lianes commencent à grimper, il faut les attacher avec des petites ficelles qu'on appelle lanières. Au bout de 3 ans, il faut passer chaque fois, regarder son poivrier, voir si les lianes sont pendantes et les éliminer. Les premières floraisons commencent en mai et la récolte a lieu en novembre. Si vous voulez faire du bon poivre blanc, vous récoltez la grappe quand elle a au maximum 3 grains qui ont déjà atteint la maturité. Penja area generally that the Généralement, le poivre qui pousse dans la zone de Penja a un goût et une arôme particulière. Et il devient très populaire sur le marché européen, particulièrement sur le marché français. Bien sûr que nous utilisons toutes les meilleures méthodes de culture et de transformation. Et nous vendons notre poivre en Europe et ici au Cameroun. Autour de nous, il y a plusieurs petits producteurs qui se battent tous pour produire du bon poivre. Le poivre de Penja est connu depuis les années 50 et 60 comme le poivre de Penja, ce qui est son label. Depuis ce temps-là, ces attributs spéciaux ont été reconnus pas seulement par les consommateurs mais aussi par les producteurs. Maintenant, les producteurs locaux veulent utiliser les facteurs agronomiques et climatiques disponibles dans cette région de Penja pour produire le poivre de façon économique et profitable. Mais il y a des gens sans scrupules qui mélangent du mauvais poivre au nôtre, celui des petits producteurs et celui des grands producteurs. Et cela affecte sérieusement le marché. Et par cela, la valeur du poivre et aussi les petits producteurs. Le but de ce projet est de rassembler ces petits producteurs et donner un label officiel à notre poivre. Les producteurs se sont
vraiment engagés à faire aboutir ce projet d'indication géographique. Pour ce faire, nous avons une organisation qui nous permet de rendre notre poivre plus visible sur le plan national et même sur le plan international. Le poivre de Penja est le résultat de l'environnement particulier dans lequel nous vivons et surtout du savoir-faire des producteurs. Nous avons des problèmes typiquement agronomiques. Le poivrier est de temps à temps attaqué par des champignons, des insectes, et en ce moment, les intrants coûtent assez cher. Nous souhaitons de tous nos voeux que l'État nous vienne en appui pour formaliser toutes ces choses-là par des lois ou par toute autre voie administrative, de manière à ce que l'indication géographique soit effectivement protégée. Nous les commerçants, nous prenons les produits chez les producteurs. Nous les conditionnons dans les 1 kg, 25 kg, 50 kg. Nous avons mis sur pied un certain groupe de personnes qui va donner la différence entre le poivre Penja et des autres poivres. Nous sommes en train de vouloir mettre sur pied alors un plan qui nous permettra de ventiler ce poivre localement et dans l'exploitation. Pour 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est l'accord de Bangui mis en œuvre par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Mais attention, il y a lieu de faire la différence entre une marque qui est un bien privé alors qu'une indication géographique est un bien public, garanti par un État. Les produits sous indication géographique peuvent être un bon outil de développement du commerce, de développement rural, de lutte contre la pauvreté et de préservation du patrimoine. Des contrôles sont nécessaires pour garantir l'origine du produit et qu'il est bien obtenu suivant les procédés traditionnels. Les forêts de Kilum et Ijim, qui couvrent les deux versants du mont Oku, sont des hauts lieux de biodiversité et à ce titre protégés. Il y pousse une végétation particulière et certains arbres dont les fleurs donnent au miel blanc sa couleur très claire, sa texture et ses arômes particuliers. Immédiatement après la récolte, vous amenez le miel à la coopérative pour la transformation. Parce que si vous gardez votre récolte pendant plus de 24 heures, il va se cristalliser et on ne pourra plus le filtrer. Alors, une fois arrivé à la coopérative, la personne en poste reçoit votre miel et le filtre. Nous existons depuis 25 ans. Nous accompagnons nos membres dans l'apiculture, nous recevons leurs récoltes, nous les transformons et nous les commercialisons, ceci dans leur intérêt. Depuis un bon moment, nous avons mis un accent particulier sur le miel blanc et nous avons formé nos membres dans plusieurs disciplines, afin que leur implication dans la production du miel soit aussi un moyen de lutte contre la pauvreté et un moyen d'améliorer leur santé en consommant du miel de temps en temps. Nous sommes actuellement 303 membres et nous produisons près de 11 tonnes par an. En ce qui concerne le contrôle externe, le processus est encore en cours. Parlant du contrôle interne, nous tenons à faire comprendre
que le miel blanc existe uniquement ici. Et nous avons un moyen de le contrôler et confirmer que le miel qu'on nous apporte est blanc et non marron. Nous traitons uniquement avec le miel blanc. Cependant, dans certaines zones d'Oku, on produit du miel marron. Voici ce qui rend le miel d'Oku blanc. Nous avons des espèces d'arbres ici dans la forêt qu'on ne trouve ni dans la savane ni à un autre endroit. Le second élément, c'est le climat qui règne ici, à Oku. Dans la plupart des familles, plus de 75% des revenus proviennent du miel. Si vous installez et que pendant la récolte, vous recueillez du miel sur 50 d'entre elles, vous aurez environ 25 seaux de miel. Un seau de miel à la coopérative coûte environ 20 000 francs CFA. Et donc, avec 25 seaux, vous recevez environ 500 000 francs CFA. Ça fait beaucoup d'argent. Au Cameroun, il n'y a pas des institutions indépendantes pour faire le contrôle externe des produits comme le miel. Comme on avait affaire à un produit animal, on se voit que le ministère en charge des produits animaux pouvait, dans un premier temps, dans le début, faire le contrôle du produit. Et comme le produit vient d'une forêt qui est gérée par le ministère des Forêts et de la Faune, il pouvait aussi se charger de contrôler les actions des apiculteurs dans la forêt. En plus, pour le contrôle interne, on avait affaire à des apiculteurs qui n'ont pas d'habitude de garder les données sur leurs activités, alors que c'est ces données qui permettent pour avoir un système interne de contrôle. Et aussi, actuellement, on ne voit pas les compétences au niveau de l'association en matière de contrôle et aussi des équipements nécessaires pour contrôler la qualité du miel. Par exemple, la couleur, on ne peut pas dire exactement, quand on dit miel blanc, le blanc c'est de quelle couleur à quelle couleur. Le miel blanc d'Oku est différent des autres miels. La couleur le rend déjà différent. La texture, le goût, ce sont là des éléments qui ajoutent de la valeur au miel d'Oku. Nous pensons aussi à promouvoir les vertus de ce produit, sa zone, la façon dont le produit est vulgarisé dans son aire géographique. L'autre point que visera notre promotion, c'est l'environnement, ce qui conduira au développement rural d'Oku. C'est un environnement qui a besoin d'être mis en valeur parce qu'il a un climat particulier et une topographie particulière qui contribuent à la nature du miel blanc d'Oku. Avant toute chose, l'aspect le plus important en ceci, c'est la qualité des contenants qu'on utilise. Ça doit être des contenants commerciaux attractifs. On n'est pas sûr que les contenants locaux utilisés soient véritablement hermétiques pour éviter que l'air y entre et n'infecte le produit. Donc, c'est aussi un aspect qui nous préoccupe. De meilleurs contenants pour l'emballage des produits. Il y a 2 systèmes d'emballage. Nous avons les seaux de 20 litres qui intéressent particulièrement ceux qui achètent en gros. Et pour ceux qui achètent en détail, il faudrait de petits contenants. Pas de petites quantités parce qu'on veut détailler, mais des quantités qui peuvent facilement être écoulées et mises dans des emballages qui permettent la visibilité du miel. Des emballages attirants et esthétiques pour la vente du produit. Nous avons aussi distribué des questionnaires aux gens afin d'avoir leur opinion sur ce miel, s'ils le connaissent, s'ils l'aiment, leur avis sur les prix. Tout ceci nous permettra d'élaborer une bonne stratégie marketing. Ces produits ont été choisis parce qu'ils sont susceptibles, ils sont éligibles à l'indication géographique. En gros, il faut des conditions. Il faut avoir un produit qui existe à un endroit et qui n'existe pas ailleurs. Il faut que la qualité de ce produit soit liée au lieu, à l'endroit où il est produit, et qu'on puisse expliquer pourquoi. Et la troisième condition, c'est qu'il y ait des gens capables de porter l'indication géographique et l'action collective. L'indication géographique, c'est un système de protection du nom. Mais ce nom n'est protégé que pour des produits qui respectent un certain nombre de conditions, qui sont les conditions traditionnelles
qui ont donné la réputation à ce nom-là. Et ces conditions, il y en a principalement deux. D'une part, c'est l'origine, c'est-à-dire qu'il faut que le produit vienne d'une zone bien délimitée. Ici, c'est la forêt de Kilumijim et ses environs immédiats, donc une délimitation de la zone. Et d'autre part, le suivi, le respect d'un cahier des charges des conditions de production. Et ces deux, l'origine et le cahier des charges, doivent être contrôlés, doivent être vérifiés de telle façon que le consommateur puisse faire confiance au nom, miel blanc d'Oku en l'occurrence, le nom qui est protégé et enregistré. Et à ce moment-là, les producteurs vont pouvoir capitaliser sur ce nom, capitaliser de la réputation, augmenter petit à petit la qualité de leurs produits, ouvrir de nouveaux marchés, obtenir un meilleur prix, ainsi de suite. La valorisation des savoir-faire locaux est une opportunité pour les économies des pays africains. Il est important, en effet, de pouvoir reconnaître officiellement les indications géographiques face à des groupes organisés dans la contrefaçon et surtout de faire reconnaître les produits par de nouveaux consommateurs. L'État camerounais, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour organiser les circuits de production de ce produit à travers une protection plus structurée. Il veillera également au respect des droits des communautés concernées en sanctionnant, si cela était nécessaire, ceux qui s'engageront sur les voies de violation de ces droits. C'est un projet, de mon point de vue, qui peut, avec peu de moyens, développer nos terroirs, permettre à nos artisans, à nos petits producteurs des milieux ruraux d'augmenter le revenu de leur production et d'être mieux encadrés et de connaître l'intérêt qu'ils peuvent tirer de leur production. Faire figurer le label indication géographique sur les produits issus des pays africains est un bon outil de développement du commerce. Cela pourrait ouvrir de nouveaux marchés.